Alors, moi, je suis Marie-Louise Eteki Otabela, camerounaise de naissance, et j'ai passé les trois quarts de ma vie au Cameroun, hein. Puis l'autre quart, c'était en France, parce que j'y suis allée assez jeune. Bon, et puis j'ai fait mes études supérieures là-bas aussi, avant de les continuer au Canada. Qu'est-ce qu'une Camerounaise comme moi, qu'est-ce qu'on peut avoir comme perception du Congo, mais je ne sais pas si aujourd'hui les Camerounaises de votre génération, je ne sais pas s'ils savent ce qui se passe au Congo, hein, mais nous, de notre génération, on avait l'avantage quand même que on avait cette formation politique qu'on avait dans nos syndicats d'étudiants. Et puis ensuite, je suis arrivée à Paris, j'ai habité à Antony, et puis on avait le boulevard Jourdan où il y avait la Maison d'Afrique. Donc on avait la possibilité là de rencontrer des Africains de tous les pays, on avait des conférences, bon, donc on pouvait savoir éventuellement ce qui se passait d'un pays à l'autre, quoi. Et c'est là qu'on a appris donc toute l'histoire de Lumumba au Congo. Je dois dire que tout ce que les Africains ont retenu de cette période de l'histoire du Congo, en dehors des gens militants comme nous, c'était vraiment le fameux disque Indépendance Tcha-Tcha. Vous connaissez ça? Oui. Oui, parce qu'on m'avait mis ça, je crois, le jour-là aussi à l'ULB. On avait mis, Oui. on avait joué ça, ou on avait mis ça, je me souviens. Donc, c'était pour dire que pour nous, on aimait bien cette chanson parce que non seulement ça participait de la tradition de la musique congolaise, mais parce que pour nous, ça voulait aussi dire une fausse indépendance, hein. Mais pour nous, Camerounais, il y a eu au Cameroun un génocide aussi, hein, avec Oumyobé qui a été assassiné, et tous les leaders de cette génération ont été vraiment exterminés. Et la plupart ont pu trouver refuge, certains en Algérie, d'autres en Guinée, Conakry, avec Sékou Touré. Et bon, on avait aussi en tête l'histoire du Ghana, avec donc, le fameux panafricanisme, avec Nkrumah et tout ça. Donc ça, c'est vraiment notre génération. Et avant qu'on arrive à la vôtre, c'est-à-dire avec quelqu'un comme Thomas Sankara et tout ce qui s'est passé dans les années 80. Donc, quand on dit à un Camerounais de ma génération la place du Congo dans les luttes panafricaines, on ne sait pas trop hein, de quoi on doit parler. Mais quand on dit quelle place devrait occuper le Congo, bon là évidemment ça nous plonge en plein dans toute notre lutte, dans notre militantisme pour dire que bon, l'Afrique ne nous appartient pas plus au Cameroun qu'au Congo, hein. Donc comme on n'avait ni information, ni savoir exactement ce qui se passe, ni on voit seulement à la télé de temps en temps, et maintenant sur les réseaux sociaux des événements, on a vu toute la période de Mobutu, on a vu ensuite Kabila, tout le monde pensait que c'était un nationalisme, et après on a dit que non, ça n'était plus, finalement on l'a assassiné aussi, et puis on a mis son fils en disant est-ce que c'est son fils qui l'a assassiné, on ne sait pas trop tout ça, et jusqu'aujourd'hui, donc on a un nouveau président là-bas au Congo. Mais l'histoire de l'Afrique, c'est comme si c'était juste l'histoire des présidents, hein. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs, et c'est un peu le problème que nous on a au Cameroun, parce que par exemple la guerre pour l'indépendance au Cameroun avec le génocide qu'il y a eu, et moi j'analyse ça ici pour vraiment dans ces livres-là pour dire c'est vraiment un régime totalitaire, hein, avec les massacres, et que moi je continue à interpréter même les États post-indépendance comme des totalitarismes, avec des camps de concentration qui nous tiennent lieu de prison politique. La place que le Congo devrait occuper, on ne sait pas trop, hein.
on connaît la place qu'ont occupée, comme je vous ai dit, des pays comme l'Algérie, la Guinée de Sékou Touré, qui ont reçu beaucoup de gens du Cameroun qui étaient vraiment pourchassés par le régime colonial et ensuite par le régime de l'État post-colonial. Mais le Congo, bon, on ne sait pas trop. Hein. Et donc, moi, j'avais envie de dire, la place que le Congo devrait occuper, ben, nous la découvrons sur le tard. Quand, avec Cheikh Anta Diop, par exemple, on découvre que le Congo, c'est un des plus grands pays d'Afrique et qu'il y a toutes sortes de richesses dans ce pays qui pourraient résoudre, rien que les richesses du Congo pourraient résoudre les problèmes de tout le continent africain. Donc, quelle place il devrait occuper? Mais il devrait occuper la place centrale qui est que c'est un grand pays plein avec des richesses dans tous les domaines, mais ce n'est pas le cas. Donc, la place que le Congo occupe aujourd'hui, moi j'ai des écrits, des gens qui disent ça, c'est plus un livreur de matières premières à l'économie mondiale. Hein. Donc, il livre toutes sortes de matières premières, des minerais qui sont indispensables à cette économie mondiale. Donc pour moi, ou en tout cas à ma connaissance et pour quelqu'un comme moi, le Congo reste un pays sous domination de l'Occident qui exploite ses ressources minières à travers ces grandes multinationales. Et que si le Congo s'est libéré, peut-être alors, comme je disais, ce serait peut-être, on pourrait peut-être envisager que le Congo puisse être une solution à beaucoup de problèmes africains. Mais on a vu que chaque fois en Afrique que les dirigeants essaient de s'occuper des intérêts de leur peuple, ils sont assassinés. Donc les grandes multinationales continuent à exploiter le Congo dans l'intérêt de l'Occident et dans l'intérêt de leur peuple. Hein, et que les Congolais, là-dessus, ben, ils n'ont que les yeux pour pleurer. Tout est organisé pour qu'ils se fassent des guerres entre eux, qu'ils s'entretuent. Et même quand il y a des rébellions ou des gens qui essaient de se rébeller, eh ben, on les massacre. Et bon, vous savez qu'on a été jusqu'à aller donner un prix Nobel de la paix, le fameux docteur réparateur des femmes. Hein, bon, moi j'aurais préféré quand même qu'on donne le prix Nobel de la paix parce qu'il y a une vraie paix, pas parce qu'on se sert des femmes comme armes de guerre et en les violant et en les massacrant au propre et au figuré. Bon, par rapport à tout ce qui se passe au Congo, moi je ne vois pas actuellement que le Congo ait d'un recours quelconque pour un autre pays africain. Hein. C'est surtout pas le Cameroun, en tout cas pas à ma connaissance. Mais les populations de ces deux pays, en fait, hein, parce que le Cameroun est aussi en guerre depuis 3 ou 4 ans, mais bien avant la question des anglophones, il y a toujours eu, tous les 5 ans, tous les 10 ans, on nous invente une guerre, quand c'est pas le terrorisme, pour pouvoir exterminer les gens et tout ça. Donc s'il y a la guerre au Congo, à l'est du Congo, eh bien, au Cameroun, c'est aussi des situations de guerre. Alors, le problème de savoir comment le panafricanisme pourrait mettre fin à ce genre de guerre, ben, je ne vois pas, parce que le conflit auquel le panafricanisme devrait mettre fin, à mon avis, c'est l'exploitation et la domination occidentale qu'on a évoquée tout à l'heure. Et c'est sûr que si cette exploitation et cette domination cessaient, les sous-conflits, soit entre les États africains, soit à l'intérieur même des Africains, peut-être qu'il y en aurait moins et peut-être qu'ils seraient moins meurtriers, parce que le problème c'est que ces sous-conflits permettent de détourner l'attention du monde et des populations même concernées de l'exploitation économique des pays par les Occidentaux. Donc moi je sais depuis que le problème s'est posé au Cameroun, c'est comme si ce n'est pas les Camerounais qui peuvent trouver une solution à ce problème. Donc la solution doit nécessairement venir des vrais gens, enfin des vraies personnes qui contrôlent le pays, c'est-à-dire les multinationales françaises avec les gouvernements de l'Union européenne.
et les multinationales belges, hein, parce qu'ils sont tous, c'est ça qui est incroyable, qu'un petit pays comme la Belgique a réussi à dominer un des plus grands pays d'Afrique. Hein, mais c'est parce que, bon, ils s'entendent entre eux pour pouvoir gérer ça comme ça. Parce que on peut penser que ce n'est pas seulement, la richesse du Congo n'a pas seulement servi à construire les monuments du Congo. Hein. Pourquoi la capitale européenne se trouve à Bruxelles? C'est peut-être les choses qui permettent à un pays comme la Belgique de négocier en disant je veux la capitale économique ici, si vous voulez participer à l'exploitation à la distribution et à la répartition des richesses du Congo. Et surtout que maintenant les Américains aussi veulent leur part là-dedans. Hein. Donc on n'est pas prêt de sortir ni des guerres interafricaines, ni de cette exploitation-là. Et ce n'est pas l'Union africaine qui nous sortirait de là, puisque l'Union africaine elle-même, elle est à la solde de ces États fantoches. Alors, bon, l'Union européenne, elle obéit au doigt et à l'œil, elle fait ce qu'on lui dit, donc c'est pas elle qui va arrêter les guerres, et étant donné que les États même concernés n'ont ni souveraineté, ni ce n'est pas des démocraties, et donc, bon, donc je ne vois pas comment on pourrait sortir de ces conflits. Nous, les gens de ma génération, hein, depuis les indépendances camerounaises, ça fait quand même 60 ans de résistance, et ce mouvement de résistance, il existe, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La seule personne qui a jamais envisagé d'essayer de résoudre les problèmes au niveau de l'Afrique, c'est Kadhafi. Bon, non seulement parce que chez lui, il avait réussi à avoir un certain niveau de développement, en tout cas une sorte d'État-providence, hein, qui n'existait nulle part en Afrique, mais les choses fonctionnaient chez lui, mais tout le monde trouvait que c'était un dictateur. Mais il a quand même réussi à nous donner un satellite. Peut-être que s'il n'y avait pas eu Kadhafi et ce satellite, on n'aurait pas les communications téléphoniques comme tout le monde entier actuellement. Il nous aurait dit que c'est trop cher en Afrique, on ne peut pas les avoir. Donc Kadhafi, il a été assassiné évidemment, mais il nous a quand même donné ces satellites-là. Et le problème, c'est qu'en même temps, il a mis en place une véritable... il voulait mettre en place une véritable banque pour financer l'économie africaine. Ça, c'est du panafricanisme. Et puis, bon, mettre en place une véritable banque, ça voulait dire aussi qu'on sort du franc CFA. Et là, ça n'a pas pardonné, on l'a assassiné. Donc, moi, je me dis, il n'y a pas de panafricanisme qui peut nous sortir des situations actuelles, que ce soit de conflits, de sous-développement, de domination. Il n'y a pas de panafricanisme parce que le panafricanisme est resté un idéal de fonctionnement de l'Afrique moderne, et une Afrique qui retrouverait ses anciens royaumes au moins, ou ses anciennes grosses entités, non plus ces États qui ont dépecé l'Afrique en 54 États, et à l'intérieur de chaque État, un tribu, 200, 300 tribus qu'on organise, dont on organise les guerres fratricides régulièrement. Et moi je dis, il faut savoir aussi que le génocide du Rwanda a à voir avec le Congo, hein, parce que, bon, si la guerre continue jusqu'aujourd'hui à l'est du Congo, et si aujourd'hui on voit comment Kagame est devenu la référence, c'est peut-être parce que non seulement les Occidentaux ont une mauvaise conscience, s'ils ont une conscience, ils ont une mauvaise conscience d'avoir massacré les Rwandais en faisant croire que c'était une guerre fratricide entre les Rwandais. Et donc maintenant leur problème c'est de faire du Rwanda une deuxième Côte d'Ivoire. Tu sais que dans les années 70-80, la Côte d'Ivoire était la référence de la réussite du développement selon la France en Afrique, avant que Gbagbo essaye de négocier un pourcentage d'exploitation, au moins du pétrole pour les Ivoiriens.
C'est pour ça qu'on l'a dégommé. Et on a dit, écoute, on veut bien te soutenir comme socialiste, mais là, tu ne touches pas au franc CFA et tu ne touches pas au pétrole. Tout ça, c'est pour nous. Donc, Gbagbo a été envoyé à la CPI pour ça. Et sa femme en camp de concentration en Côte d'Ivoire pendant 8 ans. C'est Odile Topner. Tu sais qui est Odile Topner, la femme de Bongo Betty, qui disait, elle gère toujours l'association sur lui. Elle disait que en comptabilité, parce que quand on dit quel est le bilan d'un pays comme le Congo ou comme Biya, on dit toujours le bilan est globalement positif. Et Odile Topner disait qu'en comptabilité, un bilan, il est positif ou il est négatif, ou il n'y a pas de globalement. Donc voilà, donc moi, c'est ce que je peux dire, que le bilan de ces deux pays, en tout cas pour le Cameroun que je connais bien, le bilan est vraiment négatif sur tous les points de... Il n'y a pas une seule chose, un seul problème en 60 ans de régime, de régime politique qu'on a réussi à résoudre au Cameroun. Je suppose qu'au Congo, on peut dire que la dernière passation de pouvoir, c'est pas trop fait sur le mot tragique, puisque c'était deux amis. Donc on peut dire que la guerre est permanente dans ces deux pays, malgré, comme je disais tout à l'heure, le Nobel de la paix et Biya, pas plus que le président actuel du Congo, ne sont pas en mesure d'essayer de négocier, même d'essayer de revoir un petit pourcentage pour leur peuple dans le cadre des accords, les fameux accords économiques qui sont des accords secrets. Pour revenir à la question pour revenir au premier chapitre du livre sur l'ascension de Mobutu, je peux dire seulement que après l'assassinat de Umyobe et de Lumumba, les Occidentaux ont avalé les couleuvres. Et il a fallu mettre en place donc des mécanismes pour protéger un pays comme le Congo et le Cameroun. D'abord, ils nous ont protégés du communisme, c'est ce qu'ils disaient. Et ici, on disait que ça aurait été un désastre si la Belgique avait renoncé au Congo. Donc vous voyez qu'on est parti pour être sous cette domination-là in vitam aeternam. Nous, on a essayé, une autre génération. On n'a pas vraiment fait bouger les lignes, disons qu'on a réussi quand même à faire descendre le débat comme sur le débat sur le franc CFA dans la rue. Et donc même là, ils cherchent encore à trouver des faux semblants. Donc le dossier de Mobutu, le pape l'a clos. Donc ce n'est plus même à l'ordre du jour de se demander ce qui s'est vraiment passé au Congo sous Mobutu. Bon, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'aller consacrer Nelson Mandela, le plus grand sage des temps modernes. Donc l'Afrique reste un bien commun de l'humanité et l'Occident ne se sent même pas obligé en contrepartie d'ouvrir ses frontières à la jeunesse africaine. Voilà tout ce que je peux dire. Merci beaucoup.